On va parler d'un crime tellement parfait qu'on dirait qu'il sort tout droit d'un roman à suspense. Une affaire qui, même des décennies plus tard, elle reste un mystère complet. Un coup de maître réalisé dans le brouillard d'une nuit d'hiver en Suisse. Voilà, ces mots, ils nous transportent directement là-bas, au cœur des vignobles. On peut presque sentir le froid, le silence. Un silence qui est sur le point d'être complètement fracassé par un acte d'une audace incroyable. C'est le début, le prélude d'un crime qui va vraiment marquer l'histoire. Et le plan, il se déroule comme une horloge suisse, littéralement. Chaque étape, c'est un rouage parfaitement huilé. Mais attention, pas pour une montre, pour un crime. C'est une véritable chorégraphie, millimétrée, qui ne laisse absolument aucune place à l'imprévu. Alors, acte 1, le crime lui-même. Et là, la question qui se pose, elle est vertigineuse. Comment est-ce qu'une petite poignée d'hommes a réussi à déjouer le réseau ferroviaire qu'on dit être le plus ponctuel, le plus sécurisé du monde? Regardons cette chronologie, elle est juste implacable. Entre le moment où ils prennent le contrôle de la loco et le moment où ils disparaissent, il s'écoule moins de 10 minutes. C'est fou. Une fenêtre d'action tellement courte que ça paralyse toute intervention possible. En fait, ils n'ont pas seulement volé de l'argent, non, ils ont maîtrisé le temps. Et les autorités, elles, n'ont plus que regardé passer un fantôme. Et bien sûr, ce n'était pas n'importe quel train. Il n'a pas été choisi au hasard. L'Intercity 744, c'était une artère vitale, une sorte de serpent d'acier qui traverse le pays. Et tout au bout, dans sa queue, il y avait ce wagon spécial, une véritable chambre forte sur rail. C'était la cible parfaite, irrésistible, pour des gens qui en connaissaient les secrets, mais aussi, et surtout, les failles. Alors là, il faut oublier l'image des petits voleurs amateurs. Non. Ici, chaque détail, mais vraiment chaque détail, trahit une préparation quasi militaire. Des voitures volées, des fausses plaques, une connaissance parfaite du terrain, tout ça, c'est la signature d'une équipe de vrais pros. Des gens qui ont élevé la planification au rang d'art. Leur méthode, elle est d'une audace complètement folle. Ils ont exploité une faille, mais attention, pas une faille technologique, une faille humaine. Une simple porte, non verrouillée. Ils n'ont pas cassé le système, ils l'ont contourné, ils l'ont plié à leur volonté. Ils ont transformé une simple procédure de sécurité en la clé de leur succès. C'est brillant. 8 minutes, c'est tout. C'est le temps qu'il leur a fallu pour stopper un train de plusieurs centaines de tonnes, neutraliser le personnel, piller le wagon et s'évanouir dans la nature. Une efficacité absolument terrifiante qui a laissé la police complètement démunie. Bon, une maîtrise pareille, une telle audace, ça rappelle forcément un autre crime légendaire. En fait, pour bien comprendre le casse de Lavaux, on est obligé de regarder un peu en arrière, dans le rétroviseur de l'histoire du crime. Direction l'Angleterre et l'ombre du fameux Great Train Robbery, le braquage du train postal Glasgow-Londres de 1963. Et la comparaison entre les deux, elle est fascinante. Dans les deux cas, on retrouve cette connaissance hyper pointue du monde ferroviaire, cette précision presque diabolique. Mais la différence cruciale, celle qui fait toute la légende du casse de Lavaux, elle est dans la dernière ligne du tableau. En 1963, les braqueurs se sont fait pincer. En 1996, les fantômes, eux, se sont tout simplement évanouis. C'est ce qu'on pourrait appeler le respect entre pairs, même si ce sont des criminels. Depuis son exil doré au Brésil, la légende du casse de 63, Ronnie Biggs lui-même adoube ses successeurs. À ce moment-là, ce n'est plus un simple fait divers. Non, c'est un acte qui entre par la grande porte dans le panthéon du grand banditisme. Ok, donc le crime était parfait, mais et l'enquête alors ? Qu'est-ce qui se passe du côté de la police ? Eh bien pour eux, la nuit ne fait que commencer, et elle s'annonce tout aussi brumeuse, au sens propre comme au figuré. Il faut écouter ce que dit l'homme chargé de les traquer, l'enquêteur principal, Yves Podex. C'est une citation assez extraordinaire parce qu'elle révèle une sorte de respect, presque de l'admiration pour l'ingéniosité de ses adversaires. Il le sait, il ne combat pas de simples voleurs, il fait face à des artistes du crime. Et très vite, l'enquête s'enlise. C'est une impasse totale. Chaque piste explorée, c'est une porte qui se referme. Le brouillard cette nuit-là, ce n'était pas juste la météo, c'était une arme, c'était tactique. Derrière eux, les braqueurs n'ont laissé que le vide. Absolument rien. Et une police rongée par la frustration. Pendant des semaines, tout le monde, les enquêteurs, le public, tout le monde imagine un butin gigantesque, des millions. Mais quand le chiffre final tombe, c'est la stupéfaction. 660 000 francs suisses. Alors oui, c'est une somme importante, bien sûr, mais c'est presque dérisoire quand on pense à la complexité, au risque de l'opération. Et du coup, une question devient obsédante. Pourquoi ? Pourquoi déployer une telle ingénierie, une préparation aussi poussée, pour un butin finalement si modeste ?
Est-ce que l'argent n'était qu'un prétexte? Est-ce que le véritable objectif était ailleurs? Et c'est précisément là que l'histoire prend un virage, mais alors complètement inattendu. L'affaire, qui est insoluble dans le monde réel, va finalement trouver une sorte de conclusion, là où absolument personne ne l'attendait. Soyons clairs, c'est un fait. Pour la justice suisse, le dossier du braquage de l'Intercity 744 est classé. Clos, sans coupable. Le crime parfait reste parfait. Sauf qu'un échec de cette ampleur, ça laisse des traces. Ça hante. Et pour l'homme qui a mené toute l'enquête, Yves Podex, laisser cette histoire sans point final, c'est juste intolérable. Le silence de ce dossier classé, il est assourdissant. Et voilà l'épilogue. Il est incroyable. Puisqu'il est incapable de trouver la justice par les voies légales, par la procédure, l'enquêteur va la créer, par la littérature. Oui, il prend la plume pour écrire une fin à son histoire, pour enfin donner un visage au fantôme qui l'a poursuivi pendant des années. Et dans son roman, Podex va explorer une version beaucoup plus sombre des événements. Le vrai cas de 1996, c'était un coup propre, sans violence. Mais la fiction de 2021, elle, plonge dans le sang, dans la trahison. En fait, la littérature lui permet d'imaginer ce qui aurait pu se passer, d'aller plus loin là où la réalité s'est brutalement arrêtée. Et voilà sa motivation, expliquée avec ses propres mots. Pour lui, l'écriture, ce n'est pas une vengeance. C'est une façon de tourner la page, une forme de clôture. C'est un moyen de transformer toute la frustration de cet échec professionnel en quelque chose de créatif, en une histoire qui, elle au moins, peut avoir une fin. Et c'est finalement la question que toute cette histoire nous laisse. Quand la justice échoue, est-ce que la fiction peut offrir la seule véritable fin? L'affaire de l'Intercity 744, elle, n'a pas eu de conclusion judiciaire. C'est un fait. Mais maintenant, elle a une conclusion narrative, une conclusion née de l'imagination de l'homme même qui cherchait la vérité. Comme quoi, parfois la seule réponse possible ne se trouve pas dans un rapport de police, mais bien entre les pages d'un livre.